philosophie, on l'étudie, même si on est un peu taquin envers la psychanalyse en philosophie, il faut le reconnaître. Et je voulais vous remercier et puis poser peut-être cette première question. Comment me définiriez-vous, parce qu'on parle beaucoup de sophrologie de manière presque simpliste, j'ai envie de dire, et comment vous définiriez votre discipline? Alors, déjà, la définition de la sophrologie, elle est issue du grec, des racines grecques, sosphren logos, qui signifie science de l'harmonie de la conscience. Alors, ça peut être un peu flou, la notion de science, mais en fait, aujourd'hui, nos travaux sont corroborés par une assise scientifique, justement, parce que grâce aux neurosciences, on a aujourd'hui la possibilité, à travers les scans, notamment qui ont été faits auprès de moins d'étudier cette plasticité neuronale. Donc aujourd'hui, cet état de conscience modifié que l'on peut acquérir en sophrologie, eh bien, on a effectivement des références scientifiques. Donc elle a été définie par son concepteur qui est Alfonso Fletanier avec différents courants d'école. La base, bien entendu, le courant qu'elle connaissait bien, une ouverture phénoménologique aussi, puisque nous donnons de plus en plus cette ouverture phénoménologique à la sophrologie. La phénoménologie en philosophie, ce qui est intéressant, c'est que c'est une manière, en tout cas une façon, de multiplier les points de vue sur un objet quand on veut l'observer. Alors c'est assez particulier parce que quand on contemple quelque chose, on sait qu'on voit les objets de face, et que si on veut les voir de dos, il faut pouvoir contourner l'objet. Donc on est dans une multiplication de points de vue, mais on sait qu'on ne voit jamais l'objet dans sa totalité. On n'arrive jamais finalement à connaître totalement l'autre. Et ça c'est intéressant, parce que ça voudrait dire que nous sommes dans cette incapacité de saisir l'autre, mais il est aussi dans l'incapacité, lui, de nous saisir. Et imaginez en plus, au moment où je rencontre l'autre et qu'il me voit, moi personnellement je ne me vois pas. Vos regards sont portés vers moi, vous ne voyez pas la face cachée du moi, mais par contre moi je vous vois aussi de face, je ne vous vois pas de dos. Par contre je ne me vois pas en train de vous parler. Donc je suis dans l'incapacité de savoir quelle communication peut s'établir entre vous et moi, ce qui fait que pour le phénoménologue, il faut se débarrasser de toute la subjectivité qui est la nôtre. Il appelle ça une psychanalyse, justement. Il faut enlever tout ce qui est de l'ordre de la subjectivité que nous portons sur le monde. Et à ce moment-là, on arrive au moi, il appelle ça le moi substantiel. Un moi qui est vraiment celui qui est éludé de tous nos affects pour atteindre la pureté absolue et pouvoir comprendre qui je suis et accéder à un degré de connexion. Caicedo a parlé d'art. Il dit que c'est une science, mais c'est aussi un art. Parce que c'est un art qui repose sur des techniques, des techniques spécifiques. J'ai oublié aussi une petite notion même fondamentale, c'est les indications, les contre-indications de la sophrologie. Alors elles sont d'ordre prophylactique d'abord, dans un premier temps, c'est la gestion du stress, des émotions. C'est quelque chose qui est quand même non négligeable aujourd'hui dans ce monde où nous sommes quand même un peu chahutés. Et puis une indication pédagogique dans tout ce qui est du ressort de la préparation mentale, donc le sport, les interventions chirurgicales, tout ce qui est du ressort aussi de l'enfant, les préparations aux examens, préparations aux accouchements, et puis en complément thérapeutique, tout ce qui est de l'ordre du symptôme, et puis la confiance en soi, les peurs, la douleur, et puis les contre-indications, et là c'est très important, j'insiste beaucoup sur ces contre-indications, mais elles sont d'ordre, je dirais, iatrogénique, c'est-à-dire le manque de formation du praticien. On ne peut pas aller vers les autres si on n'a pas soi-même un état de moi suffisamment fort, suffisamment sécurisé. Et donc, à travers ce regard de conscience enveloppante, on va s'observer. Est-ce que je m'aime suffisamment? Est-ce que je suis capable de me regarder dans cette phénoménologie où on fait le tour de soi pour pouvoir ensuite renforcer ses bases et aller vers quelque chose, vers les autres. Alors les stoïques appellent ça la forteresse intérieure. On bâtit cette forteresse intérieure pour justement être moins éprouvé, moins bouleversé par la vie. Quand j'en parle dans mon homme bouleversé, on est heurté par la vie, elle nous cogne. Alors bien souvent on pense aux choses agréables. Quand notre âme est perturbée, on n'y trouve pas les bleus comme sur le corps quand on s'est cogné au fond d'une table. Mais malgré tout, nous sommes heurtés par l'existence. Et c'est vrai que la notion de force et de puissance et de forteresse que nous pouvons créer comme ça en la bâtissant à partir de nous, ça c'est pas quelqu'un d'autre qui le fera. C'est une philosophie du détachement, une sorte d'abandon. Vous parlez de lâcher prise dans ces cas-là. Oui, une sorte de lâcher prise. Les gens ont beaucoup de mal avec le mot lâcher prise parce que si je lâche, qu'est-ce que je lâche? Comme la plupart du temps, on est dans des défenses, on a des mécanismes de défense qui sont aussi qui nous permettent d'avoir. C'est la survie aussi, le mécanisme de défense. Moi, je travaille beaucoup avec des gens qui ont des carences affectives, des traumatismes, et c'est assez intéressant de voir qu'il y a des troubles dissociatifs de l'identité qui
il y a un bénéfice. Parce que si effectivement je ne me coupe pas de l'émotion telle que je la vis, parce qu'elle est tellement traumatisante et elle m'a tellement défragmentée, eh bien je peux décompenser. Donc ce mécanisme de défense est tout à fait intéressant et savoir que ces carapaces dont vous parlez, en sophrologie on va commencer tout doucement par travailler sur ce fameux blindage, mais le lâcher prise, les personnes ont beaucoup de mal avec la notion de lâcher prise. Donc on y va tout doucement, on y va, mais à leur rythme, à leur rythme. Et ça c'est intéressant parce que le pouvoir de la suggestion en sophrologie est intéressant, mais ce qui est aussi intéressant c'est le non-jugement et cette notion d'acceptation de ce que la personne peut ressentir et accueillir à ses sensations. C'est extraordinaire parce qu'on est à la frontière entre la philosophie, j'ai envie de dire la sophrologie et l'art, parce que vous avez tous peut-être à l'esprit ce tableau de Dali où on a la conscience avec sous forme de bulle, là c'est vraiment, tout est fragmenté et c'est vrai qu'on essaye à un moment donné de restaurer une conscience fragmentée, mais même en philosophie, hein, parce que vouloir construire le savoir, c'est déjà le déconstruire. Donc ça, après il faut ramener tout ça à soi. Donc on est exactement dans les mêmes démarches, hormis que nous on travaille sur de la rationalité et vous travaillez sur, comment dire, du pathos au sens classique du terme. Et c'est vrai que c'est intéressant de penser que dans l'esthétisme, on peut montrer aussi ce moment où la conscience est comment dire, éclatée comme ça en fragments. Et l'idée de restructurer, de reconstruire. D'ailleurs, on a Derrida hein, avec sa notion de déconstruction. Et vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit lâcher prise. Et c'est vrai qu'on est aussi dans un grand problème vis-à-vis des disciplines qui sont les nôtres. On a un problème de communication. Parce que le langage que nous utilisons, et les juristes ont aussi leur jargon, hein, les langages que nous utilisons pour dire les mêmes choses, mais vues d'un point de vue différent, c'est pour ça que nous sommes complémentaires, eh bien, nous font comprendre que la linguistique est toujours très complexe. Le mot est difficile en soi. Et en sophrologie, notamment, il y a un jargon tout à fait particulier qui est assez ardu au départ et qu'on essaye quand même de rendre un petit peu plus acceptable, je dirais, parce que on a aussi une déontologie et puis on a surtout un syndicat, Société française de sophrologie aussi, qui veille à ce qu'il y ait cette rigueur et cette éthique dans les écoles qu'ils sélectionnent. Ça c'est important de le souligner parce que c'est vrai que nous en philosophie à la limite on réfléchit, si on se trompe on a une erreur de jugement. Donc à la limite c'est sans appel parce que c'est faux, ça sera caduc, on sera contesté. À la limite j'ai envie de dire bon bah c'est juste un affront à ma pensée ou en tout cas à mon intelligence. Mais ça ne cause pas plus de problème que ça. Par contre, effectivement, quand se présente un patient et qu'il y a une orientation qui n'est pas la bonne et en même temps un soin qui n'est pas en rapport, on va dire, avec le pathos, c'est vrai que ça peut être compliqué. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, malheureusement, et peut-être heureusement, j'en sais rien, mais moi j'irais plutôt malheureusement, on a, par le biais peut-être d'Internet, tout le monde peut s'inscrire à tout le monde fait tout le monde s'autoproclame. Alors les gens ont vite fait de se mettre une carte de visite complètement inventée, ça c'est terrible aussi. Et on voit les dégâts qui font le coaching, hein, parce que les gens qui se prennent pour des grands accompagnants. Absolument. Vous savez, cette nouvelle loi sur les psychothérapeutes, vous savez que maintenant le type de psychothérapeute est protégé, il faut un numéro à vie, il faut vraiment avoir fait des études en psychopathoclinique. Alors tous ceux qui se disaient, qui s'autoproclamaient psychothérapeutes, et qui ne peuvent plus utiliser ce titre, maintenant ils sont dans le domaine du coaching. La notion de respect de l'autre, elle est fondamentale dans notre école. Hein. C'est vraiment l'humilité, le respect de l'autre, c'est les bases de la déontologie même chez nous, c'est effectivement ce non-jugement. Et puis quand on sent qu'on n'a pas les compétences requises, c'est pouvoir passer la main, travailler en réseau, c'est vraiment, j'insiste beaucoup, parce qu'on n'est pas des sauveurs du monde, hein. On n'est pas dans la toute-puissance non plus, puis il y a des fois où on est complètement dépassé par des cas qui nous renvoient peut-être dans la notion de notre contre-transfert à des choses qui sont difficilement, qu'on a du mal à gérer, ou tout simplement parce que ce n'est pas de notre ressort. Du même problème, maintenant il y a des philosophes du management. Alors ils intègrent les entreprises, ils sont capables de détecter les forts et les faibles, parce que c'est ça la question, par rapport au rendement, par rapport à l'efficacité. Et après, on vous dit, il vous faut un stage pour vous remettre un peu dans le coup. Donc on vous donne un coach, et à partir de ce moment-là, vous êtes pris en main avec obligation de résultat, et tout étant chiffré maintenant, ça a des résultats sur l'individu absolument catastrophiques. Donc on se rend compte que finalement, aujourd'hui, on souffre beaucoup de ces dérives finalement liées au rendement, l'efficacité, l'argent, et puis ensuite ceux qui derrière se donnent des titres qu'ils n'ont pas, ou en tout cas qui rapidement veulent prendre la place, on va dire, de celui qui entre guillemets sait, parce que moi aussi je le dis avec humilité. Et puis on prend conscience aussi peut-être d'un point
qui me semble essentiel, et vous en avez parlé. Bon, il y a l'humilité bien sûr, et il y a la reconnaissance qu'on n'est pas toujours dans la possibilité de, entre guillemets, guérir. Et la médecine, pendant un temps, a eu un problème avec ça. En philosophie, on en parle beaucoup. D'abord l'éthique qui arrive souvent après les premières dérives, on réfléchit après coup. Ça, c'est un constat énorme pour la pensée. Et ensuite, on se rend compte qu'avant, le médecin, c'est le serment d'Hippocrate, c'est celui qui soulage, qui aide, qui guérit. Et puis, on s'est rendu compte qu'avec des maladies chroniques, donc on est malade tout le temps, mais on a l'impression qu'on va bien parce qu'on est à peu près accompagné. Je pense au diabète, aux asthmatiques, etc. On a aussi le cas particulier de maladies qui sont décrétées incurables. Je pense à certains cancers, je pense à certains le virus du sida qui aujourd'hui, malheureusement, on ne peut avoir une séropositivité de la maladie, donc c'est vrai qu'on est démunis. Donc les médecins aussi ont dû intégrer dans leur esprit que la médecine ne sauve pas tout le monde, elle ne soigne pas tout le monde. Et les médecines parallèles viennent en accompagnement, parce qu'il y a ça aussi. Vous rappelez que vous conseillez d'abord d'aller voir son médecin, effectivement c'est une nécessité, parce que le sophrologue ne se substitue pas à la médecine.